Alors, bonsoir et bienvenue à cette 14e édition du Festival du film. Alors, je vais juste dire quelques mots pour les personnes qui ne le connaissent pas, la plupart le connaissent d'ailleurs. Ce Festival du film, c'est donc, je le rappelais, c'est sa 14e édition et elle a une forme originale cette année, bien sûr, Covid oblige. Depuis un certain nombre d'années, un certain nombre d'associations que je vais citer, qui sont Médecins du Monde, les Amis du Monde diplomatique, l'École des droits de l'homme, le CCFD Terre solidaire et Médecins sans frontières, ainsi que Amnesty International que je représente, organisent ce festival du film qui tourne autour de films dédiés aux différentes problématiques liées à la défense et à la promotion des droits humains, avec la volonté donc de sensibiliser le plus large public et éventuellement d'échanger avec des spécialistes ou des connaisseurs ou des témoins des films qui sont présentés et des thématiques qui sont abordées. Alors, cette année, donc, parmi les films sélectionnés, en plus, on n'a pas pu passer tous les films en vidéoconférence, puisque c'est notre partenaire, la plateforme Les Mutins de Pangée, qui a, on va dire, sélectionné les films qui étaient possibles à voir pour elle. Et donc, on est à une poignée de 6 films sur les 15 qui étaient prévus au départ et qui devaient se faire en salle comme chaque année. Donc, la thématique d'aujourd'hui tourne autour des reporters de guerre et elle a pris pour support, pour démarrer le débat, le film qui s'appelle Sympathie pour le diable. Donc, je pense que la plupart des personnes, des auditeurs, oui, on est plus auditeurs que téléspectateurs d'ailleurs, a vu et qui donc retrace l'itinéraire d'un reporter français qui s'appelle Paul Marchand et qui a vécu plusieurs mois le siège de Sarajevo dans les années 90. Donc on y reviendra tout à l'heure pour le contenu du film. Et comme chaque année, pour visionner ces films, c'est d'ailleurs un des intérêts du Festival du film, c'est qu'on a toujours un spécialiste ou un connaisseur, je le disais encore tout à l'heure, mais je crois qu'il faut insister là-dessus, et qui rend ce festival intéressant, c'est-à-dire qu'on a des spécialistes. Alors, qui mieux que l'organisation Reporters sans frontières cette année pour parler un petit peu de cette problématique des reporters, en la personne d'une éminente représentante qui est Catherine Monet, donc, qui est rédactrice en chef chez Reporters sans frontières et qui nous parlera un petit peu de son association. Et j'aurais voulu juste rajouter ceci, c'est que j'en avais parlé à Catherine, mais on va partir effectivement de ce film sur les reporters de guerre et sur les difficultés, les obstacles, les dangers graves que rencontre cette catégorie de journalistes, mais je propose de l'étendre d'une manière générale à un état des lieux un petit peu de la liberté de la presse et du sort qui est réservé d'une manière générale aux journalistes, sous quelque forme qu'ils se présentent et qu'ils travaillent sur le terrain, et y compris donc les blogueurs, toute catégorie bien sûr menacée aujourd'hui avec un nombre très important d'États qui deviennent de plus en plus autoritaires, voire dictatoriaux, fascisants, etc., etc. Voilà donc ce que je voulais dire au préalable. Donc je vais laisser la parole à Catherine Monet. Je vais peut-être lui demander son ressenti sur le film, le commenter un petit peu, et après nous attendrons, oui, quelques questions des personnes qui nous écoutent et qui ont des choses à demander. Voilà, Catherine, c'est à vous. Alors bonsoir tout le monde. Donc, merci pour la présentation, Slavko. Je suis donc effectivement rédactrice en chef à Reporters sans frontières. Mais avant cela, j'ai été longtemps aussi grand reporter à Radio France Internationale. Et avant cela, j'ai commencé en fait mes armes de reporter à Sarajevo, justement, dans les années, enfin juste avant la fin de la guerre, et où j'étais correspondante indépendante. Alors, juste pour ceux qui ont vu le film,
Je n'ai pas connu personnellement Paul Marchand parce que je suis arrivée, moi j'ai commencé à travailler là-bas en mai 95, c'est-à-dire à peu près un an, un peu plus d'un an après la blessure de Paul Marchand et cet événement que raconte le film. Mais Paul Marchand était un tel personnage que sa réputation, quelque part, le précédait. Et même un an et demi après les faits, tout le monde ne parlait que de lui. Et en même temps, il avait une réputation un peu tellement sulfureuse que quelque part, je vais dire, ça ne m'est pas arrivé très souvent de dire ça. J'espère que vous avez vu le film, que je ne déflore rien, mais c'était quand même un personnage très particulier et très atypique des journalistes. Et en tout cas, chaque fois, je me disais, bah, finalement, c'est peut-être pas plus mal que je l'ai rencontré. Enfin, voilà, j'étais presque contente de ne pas être avec lui au même moment sur le terrain parce que c'était voilà, dans son côté totalement atypique. Et il avait aussi des pratiques pas très conventionnelles. Et l'une d'entre elles était de mettre, je dirais, ses collègues un peu à défi en les emmenant avec sa Ford à fond sur Sniper Alley, ou en leur faisant les tours de la ville, en prenant des risques inconsidérés pour braver la mort. C'était quelqu'un quand même qui était en permanence en train de braver la mort et ce n'est pas forcément la première règle que l'on inculque aujourd'hui aux reporters sur le terrain, parce que la première règle pour faire du bon travail, c'est de rester vivant. Et donc de prendre un certain nombre de précautions pour ne pas, justement, pour ne pas être blessé ou ne pas avoir être tué. Donc voilà, je voulais quand même dire que ce film en même temps décrit un journaliste extrêmement attachant. Moi, je l'ai trouvé presque sympathique et en tout cas très touchant. Et je pense qu'il l'était, mais comme l'a dit un collègue qui s'appelle Jean Asfeld, donc vous avez peut-être lu les merveilleux papiers à l'époque dans Libération, et qui a été lui-même blessé en Bosnie et qui a perdu une jambe. Lui, et qu'il l'a bien connu, il disait beaucoup l'ont aimé, mais beaucoup l'ont aussi beaucoup détesté. Voilà, c'était juste pour vous parler peut-être un petit peu du film, qui est en même temps, j'ai trouvé un film formidable et qui relate très bien cette atmosphère qu'il y avait à Sarajevo à l'époque. Et qui raconte, enfin, il y a notamment enfin, alors c'est pour ça que je suis un peu embêtée s'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, mais il y a notamment, par exemple, cette scène qui commence d'ouverture du film où on le voit se laver de façon frénétique avec de l'eau froide. Et ensuite, elle évite prévenir tout le monde, les autres collègues qui étaient dans l'hôtel Holiday Inn, de se laver, de dire qu'il y avait de l'eau. Et c'est ça, quand on vit dans une ville assiégée, tout est rythmé, la vie est rythmée. Alors moi, je ne vivais pas à l'Holiday Inn parce que j'en avais pas les moyens. J'étais jeune journaliste freelance à l'époque et je vivais chez l'habitant dans une des tours qui a près de la télévision, qui était l'un des seuls endroits où on pouvait diffuser, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore de téléphone portable, il y avait très peu de valises satellites, et pour les indépendants comme moi qui n'avaient pas de moyens techniques ou de moyens financiers particuliers, le seul moyen de diffuser nos papiers était d'aller dans le bâtiment de la télévision. Et donc, je ne vivais pas très loin de là, chez l'habitant. Donc, en vivant en même temps, c'était très instructif parce qu'on apprenait, enfin, je ne pouvais pas être mieux placée en première ligne, comme les habitants, à vivre ce qu'ils vivaient eux-mêmes. Et justement, cette première scène du film où on le voit aller prévenir tout le monde que, attends, allez, il y a de l'eau, en gros, dépêchez-vous, parce que et c'est quelque chose qui me marque encore aujourd'hui quand on vit quand il y a des coupures d'eau d'annoncer, ben, je ne peux pas m'empêcher de remplir ma baignoire. Voilà, c'est des souvenirs quand il n'y a pas beaucoup d'eau et quand on sait qu'il peut y avoir des coupures d'eau, ben, on garde des réflexes comme ça où on ne sait pas quand l'eau va revenir, qu'il faut tout de suite, dès qu'il y en a un tout petit peu, il faut la stocker parce que c'est un bien extrêmement précieux. Et dès qu'il y a un petit peu d'électricité, eh bien, il faut tout de suite recharger ses téléphones. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, mais c'était recharger nos ordinateurs portables et vite passer l'aspirateur, vite éventuellement lancer une machine à laver et en croisant les doigts qu'il y ait suffisamment d'eau au même moment que d'électricité pour que la machine à laver aille jusqu'au bout de son cycle. Donc voilà, c'est un peu ça. Et je trouve que ce film à la fois raconte ça et à la fois raconte un personnage quand même, comme je l'ai dit, assez atypique, et en même temps raconte bien voilà, un peu cette atmosphère dans laquelle vivaient les gens à Sarajevo à cette époque.
et le travail, quelque part aussi, des journalistes. Et ce problème de, quand on est vraiment impliqué dans un sujet comme il l'était, c'est où est la ligne. Ça, c'est une des grandes difficultés quand on est sur le terrain, en tout cas sur le long terme. Ça ne se passe pas trop quand on est sur du court terme parce qu'on n'a pas trop le temps d'émotionnellement s'investir. Mais quand on est correspondant et qu'on passe du temps sur place, il y a tout ce problème de où on franchit la ligne, où est la limite à ne pas… c'est-à-dire qu'à la fois, on doit être proche des gens dont on doit raconter la vie. C'est important pour faire bien son travail de journaliste et en même temps, il faut garder cette fameuse distance professionnelle nécessaire pour ne pas basculer comme lui le fait à un moment, comme Paul Marchand à un moment le fait dans le film, où clairement, ce n'est pas du rôle de journaliste d'amener éventuellement des détonateurs ou des munitions à une partie ou à une autre. Alors, pour la petite histoire, il paraît qu'il n'a pas fait ça. Ça c'est une partie de fiction du film. Il n'aurait pas été jusqu'à… Enfin, je me suis renseignée avec notamment… j'ai rencontré la personne qui était avec lui au moment où il a été blessé, qui le connaissait bien, qui s'appelle Philippe Lobjoie, qui est toujours aujourd'hui journaliste reporter et qui était surtout à l'époque JRI, c'est-à-dire journaliste reporter d'image, qui filmait beaucoup. Et qui le connaissait bien. Et a priori, Paul n'aurait jamais, ça aurait été jamais jusqu'à là, mais il y a eu, bon, voilà, on ne sait pas tout, on ne dit pas tout, mais il n'a pas été jusqu'à, même si quelque part il en aurait été capable. Voilà. J'ai beaucoup parlé, pardon. Je ne sais pas si vous voulez peut-être commencer des questions ou parler de points plus particuliers concernant le film ou… Oui, juste pour clore ce petit développement sur Paul Marchand, je crois qu'il s'est suicidé en définitive, non? 10 ans après, effectivement, sa blessure. C'est-à-dire, bon, c'est évident que de toute manière, je crois qu'on le comprend un peu à la fin du film, où on comprend toute la fragilité du personnage. Et c'est pour ça que le film, je trouvais très bien fait. C'est bon, en même temps, il le rend sympathique alors qu'il ne l'était pas tant que ça sur le terrain. Mais en même temps, on comprend la fragilité du personnage. Et puis se remettre d'une… En fait, cette façon de vivre, alors il avait commencé déjà au Liban, hein, le Sarajevo n'était pas son premier terrain en guerre, le Liban déjà il était comme ça et c'était un trompe-la-mort. Et quand on trompe la mort, c'est pas, enfin, à ce point-là, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une blessure ailleurs dans une personne. Et visiblement, il a une… Enfin, alors c'était quelqu'un apparemment qui ne se dévoilait jamais trop. Et justement, les gens qui le connaissaient bien, enfin, un de Philippe Lobjoie, qui était donc avec lui au moment où il a été blessé, m'a raconté qu'au moment où au moment de son enterrement, les journalistes qui sont venus, qui le connaissaient de près, ont découvert qu'en fait, personne n'avait la même version de sa vie. Il racontait, il y avait un petit côté mythomane dans le personnage. Et en fait, la vérité qui venait de sa famille, c'est que ça a été un enfant maltraité. Voilà, il a été un enfant maltraité. Donc, il y avait une fragilité de base qui explique aussi tout le côté excessif du personnage et son côté, son besoin, et qui était, je pense, viscéral et extrêmement sincère, de défendre la partie qui était considérée comme victime et de faire entendre la vérité de ce qui se passait, de la vérité du siège. Et ça, je pense qu'il était extrêmement sincère dans cette volonté-là et ça venait certainement de son histoire personnelle, hein, de besoin de crier voilà, la maltraitance d'un enfant et on n'est pas entendu quand on est enfant, souvent, quand on vit des choses comme ça. Et c'est un peu, bon là je fais un peu de la psychologie à 2 euros, ne m'en voulez pas, mais je pense que ça explique quand même pas mal le personnage et que ça explique aussi qu'après sa blessure, d'abord il a été blessé gravement et il a eu une dizaine d'opérations après son accident, enfin quand il a été blessé, il s'en est jamais vraiment remis ni physiquement ni psychologiquement. Et le fait est que comme il était quand même très contesté, très provoque, il n'avait pas de bonne relation avec les rédactions. Et c'est quelqu'un qui, une fois qu'il n'était plus à Sarajevo, il n'a plus vraiment intéressé les rédactions et les rédactions l'ont un peu laissé tomber. Et il n'avait plus de travail en plus après. C'est-à-dire que c'est quelqu'un en plus, une fois d'abord, c'était compliqué, il était freelance. Ça, c'est le problème des indépendants.
qui n'ont pas une rédaction derrière eux pour éventuellement tout le temps où ils sont en arrêt maladie pendant leur convalescence et leur reconstruction. Ben là, il était tout seul, hein. Et à un moment, il n'y avait plus de travail. Et je pense que voilà, c'était l'un dans l'autre. C'était quelqu'un qui n'a pas pu, après vraiment, qui n'a pas réussi vraiment à se relancer sur d'autres conflits ou sur d'autres, puis qui était abîmé, qui était fragilisé et qui, voilà, je pense à un moment était tellement en souffrance, a préféré mettre fin à ses jours. Et c'est une histoire, oui, assez dramatique au final, hein. Mm. Alors, une petite particularité quand même, parce qu'effectivement, par-delà l'exploration de son psychisme, entre guillemets, c'est vrai qu'il enrage, mais qui ne réagirait pas de la même façon, dans la mesure où il proteste, il se sent impuissant du fait que devant les crimes et les horreurs qui sont commises par les snipers et les assiégeants serbes, il s'aperçoit que la communauté internationale ne bouge pas. En tous les cas, pendant le siège a duré 4 ans et avant que, effectivement, je crois que c'est les forces de l'OTAN qui sont intervenues après pour bombarder les ponts en Serbie. Mais tous les jours, donc, il avait le spectacle de ces morts horribles, des snipers qui tuaient les civils n'importe quand, n'importe où. Et donc, il est peut-être, si je puis dire, à sa décharge, il est un peu normal qu'il ait pété les plombs carrément à cause effectivement du fait qu'il se sentait impuissant. Il avait beau hurler dans les micros en disant voilà ce qui se passe, et finalement rien ne se passait à l'extérieur en tout cas. Donc ce que je voulais dire, c'est pour gommer un peu l'aspect impulsif du personnage qui quand même reflète cette humanité qu'il avait et ses réactions tout à fait logiques dans sa situation. Et s'il est tout à fait normal, et je pense que tous les journalistes qui ont passé un petit peu de temps, enfin même sans passer énormément de temps dans cette zone-là, à cette époque-là, on ne pouvait, et ça se répète à chaque conflit, on se sent terriblement impuissant en tant que journaliste, effectivement, parce que moi, enfin, je vais juste reparler moi, à cet âge-là, je suis partie à Sarajevo parce que je voulais faire quelque chose d'utile et d'intéressant. Alors, intéressant, ça l'a été, mais j'ai mis un petit peu de temps. J'étais jeune et insouciante, ou en tout cas, et naïve, je dirais plus. Mais j'étais, voilà, on a l'impression, on va couvrir, je pense, quand on a 20, 25 ans, on va dans ces zones-là, on y va avec toute la sincérité de vouloir aider et de mettre fin à cette guerre en racontant ce que vivent les populations, en racontant l'insoutenable ou l'indicible, en racontant justement toute la dureté d'une guerre. Et on se dit, enfin, d'une façon assez naïve, que notre travail va pouvoir changer les choses. Or, malheureusement, ce n'est pas ça qui se passe. Et combien de guerres ont été dénoncées, combien de crimes ont été dénoncés, combien d'horreurs où quelque part le monde laisse faire en connaissance de cause, parce qu'il y a un moment, c'est pas tout de dénoncer, c'est pas tout de raconter. Je pense que c'est une partie très importante, et si on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, mais par exemple, typiquement aujourd'hui, la Syrie, on le voit, il n'y a jamais eu, ça a été un conflit extrêmement documenté grâce à ce qu'on appelle éventuellement les journalistes citoyens. Il y a eu énormément, parce que maintenant avec les téléphones portables et les moyens, les réseaux sociaux, les transmissions, on a eu énormément d'images sur ce qui s'est passé. Ça a été un conflit d'une horreur encore plus indicible que l'ex-Yougoslavie. Et pour autant, ça fait 8 ans que la Syrie est en guerre et que ce conflit, et que les populations civiles payent toujours le prix. Donc, il y a un moment, ça dépasse le travail journalistique. Le travail journalistique, pour en rester, excusez-moi, j'espère que je ne m'éloigne pas, mais le travail journalistique est essentiel. Et si c'est un trou noir, nous, on appelle ça un peu à RSF, on a cette expression où on parle de trou noir de l'information. C'est-à-dire que quand il y a des zones où on ne peut pas travailler, où les journalistes ne peuvent pas travailler parce que c'est une dictature, parce que c'est une zone de guerre inaccessible, parce qu'il y a clairement des acteurs qui empêchent les journalistes de travailler, il n'y a rien de pire. Parce que du coup, on ne sait pas ce qui se passe. Et quand on ne sait pas ce qui se passe, tout peut se produire. En même temps,
des fois, malheureusement, le travail journalistique, qui est essentiel pour au moins informer les citoyens et de ce qui se passe, de la réalité d'une situation, ne suffit pas à mettre un terme à un conflit. Par contre, des fois, ça peut contribuer les journalistes indirectement peuvent contribuer à accélérer un conflit en relayant éventuellement je pense à l'Irak, les mensonges d'État, voilà, indirectement, quand les médias peuvent relayer des mensonges d'État comme Dick Cheney l'avait fait en parlant d'armes de destruction massive en Irak, ou là, il y avait eu au Kosovo pour déclencher la campagne de l'OTAN contre la Serbie. Il y avait eu quand même aussi beaucoup d'utilisation médiatique d'incidents sur le terrain au Kosovo, qui a fait que bon, ça permet de donner en gros le feu vert du déclenchement d'une intervention étrangère, par exemple. Mais bon, malheureusement, les journalistes ne suffisent pas à arrêter une guerre, même si leur travail est essentiel, parce que plus c'est une zone d'ombre, plus c'est un trou noir de l'information, plus le pire peut arriver. C'est exact. Mais malheureusement, ça ne suffit pas pour arrêter les guerres. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, la question de Simon, est-ce que les épisodes relatés dans le film de la vie de Paul Marchand, à la croisée des chemins entre les forces en présence, n'est pas une conséquence de l'absence de diplomatie, surtout lors d'un siège aussi long? Oui, certes, c'est un petit peu ce qu'on vient, je pense, je viens de dire. Effectivement, plus on laisse, enfin, plus il y a un vide et non-action de ce qu'on va peut-être appeler d'une façon un peu large communauté internationale, ce qui veut tout et rien dire en même temps. Mais c'est évident que ça donne plus la place à en tout cas, à une expression, oui, d'impuissance et d'envie de changer les choses, parce qu'il n'y a rien de pire quand on est… parce que franchement, quand on est sur le terrain, je pense que, bon, évidemment, il doit y avoir des journalistes qui arrivent plus ou moins à mettre de la distance entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils croisent comme situation, mais c'est extrêmement dur de rester insensible, enfin, quand on croise des gens, on croise des êtres humains, et plus on passe de temps, plus on est correspondant et pas envoyé spécial. Là, je fais la différence entre un envoyé spécial où un reporter va pouvoir être envoyé par sa rédaction à un moment de grosse actualité. Il va partir 2-3 semaines sur le terrain et il va rentrer assez vite à la maison. Donc, en 2-3 semaines, on n'a pas trop le temps de s'impliquer émotionnellement. Mais quand on reste longtemps sur le terrain, comme l'a été Paul Marchand ou comme peuvent l'être tous les correspondants locaux qui s'installent un peu dans un pays, là, en même temps, c'est comme ça qu'on connaît bien le pays et qu'on en connaît les subtilités. Et c'est super important en tant que journaliste de maîtriser ça. Et en même temps, c'est ça qui nous rend peut-être plus sensibles et plus fragiles aussi à ce qui se passe, et que le sentiment d'impuissance est décuplé. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Simon, mais… D'autres interventions? Mais oui, j'interviendrai sur le… Il y a un point que met en avant le film, et Paul Marchand surtout, c'est justement l'impuissance des casques bleus, qui sont en plus des casques bleus français, des forces de l'ONU, et y compris en fait avec… c'est cité dans le film, cette intervention, ce soldat des casques bleus qui est intervenu pour éviter un viol et qui a été condamné par les forces de l'ONU. Alors ça, c'est quand même un point qui est troublant justement sur ce rôle des casques bleus. Voilà, bon, alors c'est intéressant que le film le relate et que ce soit mis en évidence. Je veux dire. Ça, c'était un des… Et puis après, en plus, il y a eu… encore, je dirais qu'il y a eu le pire était encore à venir, c'est le massacre de Srebrenica en 1995, ce qui est postérieur à la blessure de Paul Marchand, où là, c'est vraiment le summum de l'impuissance internationale et presque même de la complicité passive des casques bleus qui ont permis le massacre de Srebrenica. Donc ça, après… c'est un débat très intéressant qui m'échappe un peu, enfin qui n'est pas de mon domaine, mais c'est effectivement, ça met
ça met le doigt là-dessus et je dirais que c'est que le début de ce qui va se passer plus tard à Srebrenica et qui a été terrible. Et sur Srebrenica, on n'a pas encore toute la vérité d'ailleurs des manquements. Enfin bon, il y a eu des enquêtes pour déterminer les responsabilités justement de la non-action de l'ONU, mais qui du coup a tactiquement laissé massacrer, puis qui a même trié à un moment, du coup, comme ils arrivaient, enfin, les Néerlandais ont fini par aider les Serbes à trier les hommes des femmes et les hommes qui se sont retrouvés ensuite, qui ont été fusillés et dont les corps ont été jetés dans des charniers dans la foulée. Donc, bon, non, mais on est loin d'être dans un monde parfait. En tout cas, on voit la limite, effectivement. En tout cas, le conflit à Sarajevo a montré effectivement la limite des interventions internationales. Et en même temps, c'est un moment, ça a basculé, tout est une question de volonté politique, parce qu'à un moment, effectivement, Vlatko, vous y faisiez allusion au début, où il y a eu une intervention des forces spéciales. Il y a eu un moment, il y a eu un basculement, justement, qui a commencé en mai 95, au moment où j'ai commencé à travailler sur place à Sarajevo, où après une énième crise où les casques bleus, c'était des casques bleus français qui avaient été pris en otage par les forces serbes à Palais, en fait, du côté de Gorbavica, qui était le quartier serbe de Sarajevo. Et là, ça avait été un petit peu trop loin et non, c'était après, enfin bon, ça fait partie, non, ça a été après, il y a eu, enfin, non, oui, c'est ça, ça a été après la crise, enfin, excusez-moi, j'ai plus trop les dates en tête, mais il y a eu un moment, il y a eu une intervention, en tout cas, effectivement, des forces, enfin, des forces notamment françaises qui ont eu une intervention plus musclée. Et puis, il y a eu un moment, il y a la diplomatie aussi qui s'est mise en route avec le poids des États-Unis, qui ont négocié les accords de Dayton. Voilà. Et puis, je crois qu'il y a un moment, malheureusement, quand il y a des… Alors, ça, c'est mon analyse et ça n'appartient qu'à moi, mais moi, ce que je constate des différents conflits que j'ai pu couvrir, c'est qu'il y a un moment, c'est quand il y a quelque chose qui s'enclenche, voilà, quand on est dans une dynamique de la guerre, il faut malheureusement que la guerre aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut arriver et que les parties à un moment se rendent compte qu'il n'y a plus de solution par les armes. On en arrive de nouveau à accepter de faire la paix, quoi. En même temps, tous les conflits à un moment se terminent par la paix, en fait. Mais malheureusement, elle prend plus ou moins de temps en fonction de l'état des forces et de la géopolitique enfin, ça implique tellement de choses au niveau international, des jeux aussi des grandes puissances. Là, aujourd'hui, on le voit avec la Syrie, enfin, c'est beaucoup plus complexe et ça implique beaucoup plus de pays. Mais aujourd'hui, les conflits actuels avec la Syrie, le Yémen, on voit bien qu'il y a tout un jeu à la fois qui implique de la Russie à l'Iran, en passant par l'Arabie saoudite. Alors, je vais peut-être vous interrompre 30 secondes avant de donner la parole à Philippe. Simplement, je ne voudrais pas que le débat diverge sur la diplomatie, la politique, et qu'on reste bien centré sur les difficultés que rencontrent les journalistes et les reporters sur le terrain et sur la liberté de la presse plus spécialement. Alors voilà, c'est à toi, Philippe. Bon, alors oui, d'abord, je vais quand même repartir un petit peu de la géopolitique parce que, bon, le film est très fort, c'est sûr, mais il faut bien se rappeler que cette histoire yougoslave et le siège de Sarajevo, ça a été en quelque sorte la fin de l'innocence pour nous, les Européens. C'est-à-dire qu'on se croyait à l'abri des horreurs de la guerre, on se croyait confortable, tout puissant et serein, et on a découvert que ce n'était pas vrai du tout. Voilà. Et ça, pour continuer sur les horreurs de la guerre, je trouve que justement, ce qui est très intéressant dans le film, c'est qu'on voit les photographes et les caméramans faire plein d'images, mais que ces images qu'ils envoient, je suppose, dans l'ensemble, Catherine, vous me direz si c'est la vérité, n'arrivent pas aux yeux et aux oreilles des gens. Et moi, j'ai déjà vécu ça autre part. En particulier, on a vu la force qu'avait eu l'image du petit Hélène qui s'était noyé sur une plage. Là, quand j'étais à Mayotte, il y avait très souvent des photos de noyés sur les plages, parce qu'il y avait des noyés tous les jours, de gens
dans les croissants renversés, et personne ne voulait les diffuser, ces images. Or, je trouve que justement, la grande difficulté des reporters de guerre, qui font un boulot terrible et difficile, c'est qu'ils n'arrivent pas assez à faire passer, disons tout net, les horreurs de la guerre, qui fait que les gens pourraient, l'opinion internationale ou nationale ou quelle que soit, pourrait s'impliquer beaucoup plus. Voilà. Je trouve que là, il y a vraiment quand même une espèce comment dire, de façon d'édulcorer les images, hein, qui est tout à fait judéo-chrétienne et qui est complètement irrespectueuse de la conscience des gens. Voilà. On le voit tout le temps avec les accidents de la route, etc., etc. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, Catherine, de ce que je dis. Moi, j'ai jamais été confrontée dans ma rédaction à l'époque. Enfin, à Sarajevo, je travaillais pour plusieurs médias et ensuite, j'ai longtemps travaillé pour RFI et où j'ai couvert d'autres conflits. Je n'ai jamais été à mon niveau confrontée à une forme de censure. Après, je pense, ou de demande de ma rédaction qui me dit ah non là c'est pas bien, faut pas raconter, les gens veulent pas entendre ça. Après, ce que je constate, c'est que c'est pas, je crois pas que, enfin les images et ce qu'on rapporte des terrains en conflit sont diffusées, peut-être pas à la totalité, parce que ça fait partie du travail journalistique de faire un tri. On peut pas tout dire. On peut pas, enfin c'est pas qu'on peut pas tout dire, c'est qu'il y a trop, mais on fait un tri pour montrer l'essentiel ou on angle nos papiers. Mais moi, j'aurais plutôt envie de rejeter la responsabilité sur le spectateur ou le lecteur ou l'auditeur. C'est plutôt, en général, c'est les gens qui ne veulent pas entendre. C'est le public qui n'a pas envie d'être touché à 20h pendant qu'il mange sa soupe devant le journal par des images d'horreur et de guerre. C'est pas forcément la faute des médias ou les médias qui ne passent pas, c'est qu'il y a un moment, le public ne veut plus entendre ou ne veut plus voir des horreurs. Il y a un rejet. Et je pense que, en fait, les gens, ils entendent. Moi, c'est ça. Moi, j'ai eu l'impression, en tout cas en tant que journaliste, que c'était pas. Moi, ma rédaction m'a jamais empêché de raconter une histoire sur le terrain. En plus, j'avais la chance de travailler pour une radio d'information continue. Donc, ça veut dire qu'on a toujours de la place. On n'a jamais un problème. Dans un journal, des fois, un journal ne fait que 20 pages et c'est très calibré. On ne peut pas dépasser. Mais quand on travaille pour des médias d'information continue comme RFI, comme aujourd'hui France Info, France 24, etc., on a toujours de la place. Il y aura toujours un peu une casse quelque part. Donc moi, j'ai jamais eu l'impression d'être censurée. Par contre, j'ai toujours eu l'impression que ça n'intéressait pas ça n'intéressait pas les gens, quoi. Je sais pas, un des trucs qui m'avait le plus marqué, c'est je revenais justement du Kosovo un jour et de l'aéroport, je prends un taxi et j'avais vraiment vécu des choses difficiles. Ça a été un moment compliqué du Kosovo. Je reviens donc fatiguée et en ayant vécu des choses difficiles en tant que journaliste. Et le chauffeur de taxi me dit ah, bah, d'où vous venez? Je dis bah, je reviens du Kosovo, je dis rien de plus. Il me dit ah, c'était bien, les plages étaient belles. Bon, ben voilà. Et on parlait beaucoup du Kosovo à l'époque. Donc c'est parce que ça n'intéresse pas les gens non plus. Donc, et en plus, j'avais même pas, je pense pas que j'étais, j'avais pas l'air de revenir avec du sable dans les cheveux, mais voilà, c'était, et pour moi, en même temps, cet événement, enfin, cette réflexion a été, ça m'a scié parce que je venais de mettre tellement d'énergie justement dans la couverture de ce conflit à ce moment-là et où j'avais pris des risques encore, etc. Et puis quand on arrive, on se dit, mais en fait, j'ai fait ça pourquoi? Des fois, on se pose la question en tant que journaliste, effectivement, mais c'est pas parce que… Enfin voilà, je rejetterais plutôt la responsabilité, moi, sur le fait que ce n'est pas forcément les médias qui censurent les journalistes de terrain, c'est plutôt le public qui n'a pas envie d'entendre et qui n'a pas envie, vous êtes tous, je pense, très sensibles aux questions de défense et de combat pour les droits humains. Je pense que vous-même, vous êtes confrontés à votre niveau à l'indifférence de la plupart des gens, enfin, ou de nombreuses personnes autour de vous sur toutes ces questions-là et sur tous ces combats-là. Et là, je crois que journalistes et militants, enfin journalistes de terrain qui vont couvrir comme ça des situations difficiles et militants des droits de l'homme, on est un peu dans le même bateau. On est confronté à beaucoup de… Bon, en plus, on est dans une société assez individualiste, quoi.
Donc, voilà. Merci Catherine. Je vois une question de Françoise. Je ne sais pas si vous la lisez. Alors, je l'ai vu, Boba, effectivement. Alors, j'ai rencontré Boba, qui était une jeune femme magnifique et qui, effectivement, était parfaitement francophone et qui était un peu la coqueluche des journalistes français parce qu'elle parlait très bien français et elle permettait, grâce à elle, c'était l'une des rares personnes avec qui on pouvait potentiellement traverser les lignes de front parce que comme elle était serbe, c'était plus facile pour elle d'aller travailler côté serbe. Et effectivement, le général Diviac, bon, là, qui était une grande personnalité. Et puis après, à titre aussi personnel, moi, j'avais dans mes amis, enfin, qui sont devenus mes amis et qui sont restés, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui, j'avais des Serbes de Sarajevo. Donc ça, enfin, de façon, je sais que les journalistes ont été on a beaucoup reproché aux journalistes, en tout cas les Serbes, les autorités serbes, à l'époque, ont énormément reproché aux journalistes d'être complètement pro-bosniaques, pro-musulmans, etc. Alors après, il y avait le problème que les journalistes, on a été bloqués comme les gens, un peu moins que les autres, mais on était quand même bloqués dans la ville et qu'on ne pouvait pas forcément rencontrer. Il y a eu toute une période où les autorités serbes basées à Palais ne voulaient plus rencontrer les journalistes, donc on ne pouvait plus y aller. Là, dans le film, on voit que Paul peut encore traverser et aller à Palais, ce qui n'a pas été, par exemple, moi, quand je suis arrivée au début en 95, on ne pouvait plus aller à Palais. Il a fallu attendre justement les accords de Dayton et le début de l'ouverture de Sarajevo pour pouvoir traverser côté et aller dans les quartiers serbes. Après, il y avait des Serbes qui étaient minoritaires, mais qui étaient restés chez eux, en fait, simplement. S'ils n'étaient pas du bon côté du pont, ils étaient quand même restés chez eux. Et en même temps, bon, voilà, ils étaient minoritaires et je dirais qu'en même temps, ils étaient simplement habitants de Sarajevo, assiégés comme tout le monde, quoi. Et tout dépend de là où on vit. Et de ce que enfin, la perspective, le conflit, on le vit chacun va le vivre différemment en fonction de là où il est. Et peut-être la seule différence entre les habitants de Sarajevo par rapport aux journalistes, et pour faire aussi référence au fait qu'on voit Paul naviguer, c'est que il y avait la particularité à Sarajevo, c'est que les journalistes avec des voitures qui avaient une plaque étrangère, on pouvait circuler un peu traverser un peu les lignes de front, pas toutes, à certains moments il y en avait qui étaient bloqués, mais on pouvait circuler. Comme on a pu circuler au Kosovo, pas au moment au plus fort des frappes, mais juste avant et juste après, on pouvait passer de chez les Serbes aux Albanais, etc. Et là, on pouvait passer dans les zones plutôt croates, dans les zones plutôt serbes et dans les zones plutôt musulmane. Donc, et on pouvait sortir aussi du siège grâce à la Fort Pronu, parce qu'il y avait des avions de la Fort Pronu qui il y avait un pont aérien, et pour la petite histoire, c'était surnommé Maybe Airlines, parce que c'était jamais, on ne savait jamais par avance si le vol allait avoir lieu ou pas, parce que ça dépendait vraiment des conflits, enfin de l'état des combats, du conflit, de la météo, et donc on ne savait jamais si l'avion allait partir. Du coup, c'était surnommé Maybe Airlines, la ligne organisée par la Fort Pronu, et ils avaient même fait un tampon sur les passeports pour de fun et le souvenir. J'ai un tampon sur un de mes vieux passeports où il y avait marqué Maybe Airlines, voilà. Et ça, c'était une chance qu'on avait, nous, les journalistes, quand même, de pouvoir. C'était pas simple de rentrer dans Sarajevo. Alors, c'est soit on était accrédité, on pouvait, quand il y a eu le pont aérien, on pouvait profiter des avions en tant que journaliste, ou sinon, il y avait toujours l'accès par le mont Igman, mais qui était sous le feu des forces serbes. Et donc, il fallait le descendre très, très vite. Il y avait une partie exposée qui était dangereuse, sur laquelle on pouvait se faire tirer dessus. Et d'ailleurs, ça raconte un peu ça dans le film. On voit qu'il y a une partie de la route et de Sarajevo qui est sous le feu, qui est accessible. Et voilà.
Donc, c'était… Mais on pouvait, nous, les journalistes, on pouvait quand même, on avait cet avantage par rapport aux habitants où on pouvait sortir et rentrer dans la ville. C'était pas simple, mais on pouvait le faire. Une intervention? Oui, Slavko. Alors, Josette. Oui, moi je me pose la question, vous les journalistes, vous informez. Excuse-moi, on ne t'entend pas bien. Tu peux... Et là, C'est là mieux. vous m'entendez mieux? Oui, pas de souci. Vous m'entendez mieux là? Voilà, plus près du micro. Si j'avale le micro, c'est mieux. C'était de la relation journalistes et militants, puisque souvent là on est des militants. Et c'est ça qui est important, je pense. C'est qu'on a, ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'on n'est pas disposé à entendre ce que vous nous dites, globalement, la population. Et c'est ça qui est extrêmement regrettable. Vous faites un boulot et nous, avec ces informations que l'on trie évidemment, on n'est pas le relais qui permettrait, je rêve, hein, de faire que les politiques agissent autrement. Il me semble que pour la guerre d'Irak, on a été beaucoup plus actifs pour la dénoncer. Du moins, moi, je me souviens d'avoir été beaucoup de manifs pour dire non. Pour la guerre du Kosovo, mais Heureusement. Pardon? Elle a quand même eu lieu. La guerre. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, oui. Et sur la Syrie, eh ben, on est absolument muet. On ne dit rien. On n'a jamais rien fait. Pourtant, on a des informations. Il y a des bouquins, il y a plein de choses. Oui, c'est ce que je disais, c'est très documenté. La Syrie est l'un des conflits enfin, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas ce qui s'est passé en Syrie. Et c'est un degré d'horreur de ce qui s'est passé dans les prisons, dans les viols, etc. C'est un degré d'horreur. Même moi j'avais l'impression d'être un peu aguerrie parce que mon métier, depuis 25 ans, je ne fais que de parler des choses qui ne vont pas. Moi-même, à un moment, l'horreur était telle de ce que je disais que j'ai un peu coupé. Et je pense que c'est ça quand on dit, je dis, bah, les gens, en fait, ils écoutent quand ils peuvent écouter. Et il y a un moment… en plus, plus on vit peut-être des temps difficiles, etc., les gens ont du mal à entendre des messages trop durs venant de l'extérieur et qui ne les concernent pas directement. C'est compliqué. Hein. Et je pense qu'après, alors c'est là où, quand vous faites référence à l'Irak, en France, on était très opposés à la guerre d'Irak, mais parce que nos politiques, nos responsables politiques, et en premier lieu, notre ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, qui avait fait un magnifique discours à l'ONU, était opposé. Donc, en fait, c'était très dans l'air du temps en France. Mais après, toute l'opinion publique américaine, elle était suivie, a été manipulée par l'administration américaine à l'époque, par Bush et Cheney, qui ont prétendu qu'il y avait des armes de destruction massive. Et ce narratif-là a dominé dans l'opinion publique américaine, a été relayé par les médias américains qui y croyaient et qui étaient certainement très sincères aussi. Ça a été relayé, ça a été… et la guerre a eu lieu, malheureusement. Il y a des fois, c'est ça, c'est plus complexe. Après, je pense qu'il ne faut pas se décourager. C'est comme, enfin, nous, les journalistes, on ne doit pas arrêter de faire notre travail et de relayer ce qu'il se passe sur le terrain parce qu'il n'y a rien de pire, encore une fois, que les trous noirs de l'information où, dans ce cas-là, tout est possible. Et puis, on ne sait pas ce qui se passe et c'est la meilleure façon de manipuler les gens, les opinions publiques ou de faire tout et n'importe quoi. Donc, c'est important de continuer à relayer. Et puis, c'est important, je dirais, pour les militants que vous êtes, de continuer aussi à relayer et à rester mobilisés. Après, les uns comme les autres, on se rend compte de la limite des fois de notre action, mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Je pense que voilà, un point commun que nous avons entre journalistes et militants, c'est qu'il ne faut jamais arrêter. C'est parce qu'on n'a jamais la masse, on n'est jamais suffisamment nombreux pour faire pencher la… C'est ça l'histoire. Et après, il y a un moment, les opinions publiques, en même temps, moi je trouve que les choses évoluent beaucoup avec les réseaux sociaux, les opinions publiques peuvent évoluer très vite. Après, il y a beaucoup de manipulation aujourd'hui et de désinformation sur les réseaux sociaux, ça c'est un autre problème. C'est un vrai défi aujourd'hui pour l'information et pour les journalistes et pour les médias. Je pense que, enfin, il y a un moment, c'est un peu de tout. Alors, je ne voudrais pas ressortir de ce débat-là parce que, comme dit Vlatko, on s'éloigne peut-être du thème de la soirée. C'est plus aussi des questions de géopolitique. Mais il y a un moment, c'est un ensemble. C'est-à-dire que les choses ne bougent pas quand à un moment, le fruit n'est pas mûr. Et le fruit devient mûr, mais parce qu'à un moment, il y a aussi une mobilisation
de la société civile. Et la société civile, elle a besoin du relais des médias pour donner de l'écho à son activité et à sa mobilisation. Et c'est comme ça aussi la société civile dont les ONG font partie peuvent se faire entendre par le plus grand nombre. C'est important, en fait. Le travail des ONG permettent aux journalistes de travailler souvent et donnent de l'information aux journalistes. Et les médias peuvent se faire l'écho des actions de la société civile et permet de faire grandir le mouvement. C'est le but du jeu d'une émission comme celle de ce soir, en tout cas sur cette vidéoconférence. Alors, à propos des dangers, bon, je vais encore rebondir un petit peu sur les dangers graves qui pèsent sur les reporters et les journalistes en général, et après on va peut-être baisser d'un ton quand même. Et je reviens sur cette actualité. Je lis, au Pakistan, le tueur présumé de Daniel Pearl a été acquitté. Alors, je suppose que vous avez une idée sur cette affaire et que donc vous pouvez peut-être commenter ce qu'était ce journaliste. Et donc, une fois de plus, c'est un exemple de danger que courent ces fameux reporters. Oui, alors Daniel Pearl, j'imagine que tout le monde a dû en entendre parler. C'est ce journaliste américain qui a été, c'est le premier en fait journaliste qui a été décapité. Alors Daesh n'existait pas à l'époque. Mais il enquêtait, c'était un journaliste américain, mais qui avait aussi la nationalité française, parce qu'il était marié à une Française, qui enquêtait sur les milieux islamistes au tout début. Alors, j'ai plus la date, je crois que c'est en 2004. 2002. C'est ça, pardon 2002. 2002, voilà, pardon, merci. Qui enquêtait donc sur les milieux islamistes et qui a été enlevé et qui a donc fini par être décapité. Et aujourd'hui, on voit que ce mode d'exécution ou de mise à mort est très mis en scène a été très mise en scène par Daesh et continue. On l'a vu récemment avec Samuel Paty. C'est un peu une marque de fabrique des fanatiques islamistes radicaux. Et je voulais juste, oui, pardon, je voulais juste, c'était pour remettre pour ceux éventuellement qui n'avaient pas ce cas en tête. Après, pour nous, pour une organisation comme RSF, cet acquittement est terrible. C'est parce que c'est vraiment, pour nous, le summum, ou en tout cas, ça ne peut pas mieux refléter c'est le summum de l'impunité des crimes contre les journalistes. C'est surtout ça que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est acquitter un meurtrier d'un journaliste, c'est dire voilà, ça fait passer le message, vous pouvez tuer les journalistes en toute tranquillité, vous ferez peut-être 2 ans de prison, mais en gros, c'est tout, quoi. Et c'est ça le problème. Pour nous, cet acquittement, au-delà du côté odieux ou tout ça, c'est le message que ça donne, c'est que c'est le summum de l'impunité, c'est l'impunité absolue donnée aux tueurs de journalistes. Et je voudrais juste rebondir d'ailleurs là-dessus, par exemple, quand on parle des dangers aujourd'hui du journalisme, c'est très intéressant. Depuis 2 ans, alors, si on regarde, alors je ne voudrais pas vous noyer trop dans les chiffres, mais on a quelques tendances très intéressantes, si je puis dire, du nombre de journalistes tués. Alors là, je prends vraiment ma casquette RSF et je laisse ma casquette de grand reporter au tiroir. Sur les 2 dernières années, on a eu une baisse du nombre de journalistes tués assez flagrante, c'est-à-dire que ces 15 dernières années, on était sur une moyenne de 80 journalistes tués tous les ans, à peu près. Et la plupart des journalistes, la majorité des journalistes étaient tués dans des zones de guerre. Et ces 2 dernières années, on a eu une baisse, on a des chiffres historiquement bas du nombre de tués, c'est-à-dire qu'on est passé l'année dernière, on était à 50 tués, cette année à 53 exactement. Cette année, on était à 50 au 15 décembre, mais on est déjà à 53 aussi, en gros, à 53 journalistes tués au cours de l'année 2020, ce qui est beaucoup moins que les années, les 15 années. Et cette baisse du nombre de journalistes, elle est liée au fait que les zones de guerre sont beaucoup moins meurtrières. C'est-à-dire que les conflits qui avaient fait beaucoup de morts ces dernières années, on a eu l'Irak. Il y a eu plus de 200 morts sur le conflit en Irak entre 2003 et 2009. La Syrie,
plus de près de 250 journalistes tués. Il y a des journalistes locaux, étrangers, principalement locaux, mais c'est quand même des conflits qu'on fait jusqu'à 250 journalistes tués. Là, depuis 2 ans, que ce soit l'Afghanistan, le Yémen ou la Syrie, qui sont les conflits actuels, où il y a encore des journalistes tués, sont beaucoup moins meurtriers. Alors, ça veut dire 2 choses. C'est que, les zones de guerre. Alors, pourquoi ces zones de guerre sont moins meurtrières? En fait, c'est parce que les conflits évoluent aussi. Il y a de moins en moins, par exemple, en Afghanistan, il y a de moins en moins de journalistes étrangers. Donc, il y a de moins en moins de tués aussi. Il y a des zones de guerre, par exemple, le Yémen et l'Afghanistan, ce sont des zones tellement dangereuses, ou la Syrie, enfin, ces 3 pays, ce sont des zones tellement dangereuses qui, à la fois, n'intéressent plus trop le public parce que les gens se lassent. On parlait de tout à l'heure, mais pourquoi on n'en parle pas plus? Pourquoi ce n'est pas entendu? Mais il y a un moment, l'opinion publique, elle en a marre de voir aux 20 heures, de parler toujours de la même chose, des conflits qui n'évoluent pas et tout ça. Il y a un moment, ça n'intéresse plus. Les gens ne veulent plus entendre parler de certains conflits qui durent et qui ont l'impression qu'il n'y a pas d'évolution. Donc, il y a moins de... Et puis, il y a des conflits qui sont devenus trop dangereux, où c'est trop compliqué d'envoyer des envoyés spéciaux ou des reporters, donc qui sont beaucoup moins couverts. Donc, ça explique le nombre de morts. Bon, après, il y a aussi une raison positive pourquoi il y a moins de journalistes tués dans les zones de guerre aujourd'hui. C'est que les journalistes sont mieux équipés et sont mieux formés au risque. Il y a aujourd'hui beaucoup plus, notamment en France, il y a beaucoup plus de formation aujourd'hui des journalistes aux zones de guerre. On apprend aux journalistes à être beaucoup plus attentifs à tout ce qui est mines, etc., situation d'enlèvement, etc., etc., reconnaître les obus. Enfin bon, il y a toute une formation aujourd'hui qui est beaucoup plus élevée. Mais alors donc ce chiffre-là est intéressant, mais il veut dire aussi autre chose, c'est qu'on a quand même si le nombre de journalistes tués est en baisse globalement, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que que le nombre de journalistes tués dans ce que nous on appelle les pays en paix est de plus en plus élevé, ou enfin reste le même, voire cette année a été carrément plus élevé. C'est-à-dire aujourd'hui, notre dernier bilan 2020, on a constaté que 7 journalistes sur 10, en fait c'était 68%, donc près de 7 journalistes sur 10 ont été tués dans des zones de paix. C'est-à-dire que ce n'est plus aujourd'hui les zones de guerre qui sont les plus meurtrières. Ça l'a été jusqu'à il y a 2 ans, mais là ce n'est plus le cas. Maintenant, les journalistes sont tués dans les zones de paix et ils sont tués de façon délibérée. Ils sont assassinés sciemment, 84%, alors que ce chiffre était encore il y a 3 ans de moins de 60%. Ce qui veut dire, c'est que les journalistes aujourd'hui, le danger principal aujourd'hui des journalistes, ce n'est plus forcément d'aller couvrir la guerre, mais c'est de faire, par exemple, de l'investigation. Les sujets sur lesquels, quand on dit les journalistes sont tués sciemment, c'est-à-dire qu'ils sont délibérément visés, ce qui est différent de un moment, un journaliste va couvrir une zone de guerre et il y a un obus qui tombe et pas de chance, il était à côté. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose d'avoir un journaliste qui est sciemment visé, tué, comme Daniel Pearl, dont vous venez de parler, qu'un journaliste qui meurt ou est blessé gravement dans une zone de guerre. Là, on peut dire que c'est un accident de travail, alors que quand on est délibérément visé, comme l'a été par exemple la journaliste d'investigation Daphne Caruana Galizia, la journaliste maltaise dont vous avez certainement entendu parler, dont elle a eu une bombe a été placée sous sa voiture, elle est morte il y a 3 ans dans l'explosion de sa voiture qui a été piégée, ou des journalistes qui ont été tués par balle. Là, on est dans des... Voilà, on a des gens qui... Et c'est de plus en plus courant, où on a des journalistes qui travaillent sur des sujets d'investigation, qui dénoncent la corruption, qui dénoncent le travail de la mafia. Ça, c'est les sujets qui tuent le plus les journalistes aujourd'hui. Travailler sur des questions d'environnement peut aussi être un sujet qui provoque la mort. Il y a des journalistes indiens, notamment, qui dénoncent les actions de la mafia du sable, qui dénoncent les cas d'extraction illégale de matières premières, qui se font tuer parce qu'ils enquêtent sur ces sujets-là et qu'il y a des, voilà, ils se font tuer délibérément. Et cette année, on a eu aussi, dans les cas les raisons qui ont conduit à la mort des journalistes, alors ce n'est pas forcément sciemment,
Mais on a eu, c'est la première fois cette année, ce qui n'était pas le cas l'année dernière ni les années précédentes, on a eu 7 journalistes tués alors qu'ils couvraient des manifestations. Ça, c'est nouveau. Donc, principalement en Irak, au Nigeria. En Irak, on a carrément, c'est les milices, visiblement, on ne sait pas trop, mais les journalistes se font tuer directement, abattre à bout portant, alors qu'ils couvrent des manifestations. On ne veut pas de témoins, hop, on dégomme le journaliste. Au Nigeria, il y a aussi des journalistes qui ont été victimes de violences, d'un climat de violence extrêmement intense entre manifestants et forces de l'ordre. Et on a eu un journaliste colombien qui a été tué en marge d'une manifestation des communautés indigènes qui défendaient leurs terres ancestrales contre des projets miniers ou industriels. Donc voilà, je pense que c'est important de vous donner un petit peu, j'espère que je ne vous ai pas donné trop de chiffres et que ça ne vous a pas un peu perdu, mais je crois que c'est aujourd'hui intéressant de constater qu'il y a un inversement de tendance et qu'on est en train de rentrer dans une période où finalement, ce n'est pas forcément les conflits qui sont aujourd'hui les plus meurtriers, comme ça a été le cas pendant des années, mais aujourd'hui, de couvrir certains sujets est beaucoup plus dangereux et peut vous faire, vous devenez en tant que journaliste une cible à abattre et personne ne se gêne de le faire. Et le message qui est donné en graciant ou en acquittant un meurtrier de journaliste est terrible parce que c'est donné un peu un blanc-seing aux commanditaires et aux meurtriers de journalistes. Merci. Alors, sans vouloir en rajouter dans l'horreur, on parle de Daesh et d'Al-Qaïda, mais au Mexique, les cartels, c'est pas mal, hein, parce que les journalistes sont carrément décapités, on déchiquette leur corps, etc., etc. Enfin, ça, c'était juste pour dire que dans les pays qui ne sont pas en guerre, le Mexique est quand même en tête de liste pour ces exactions contre les journalistes. Le Mexique est le pays en paix où il y a le plus de journalistes tués. L'année dernière, il y a en moyenne, là, quand on dit les journalistes, il y a moins de journalistes tués dans les pays en guerre, mais depuis 10 ans, le Mexique affiche en moyenne entre 8 à 10 tués par an. C'est le pays en paix où il y a eu le plus de journalistes tués. Effectivement, et ça, c'est les cartels. C'est-à-dire, quand je disais travailler sur la mafia, la corruption, la mafia, c'est aussi la drogue et les cartels. Et le Mexique, cette année, dans notre bilan 2020, c'est le pays qui a été on fait toujours un peu un top 5 des pays les plus meurtriers, en fait, les 5 pays meurtriers tous les ans. Et le Mexique est toujours dans… Alors, l'année dernière, le Mexique était à égalité avec la Syrie. Il y avait eu 10 morts dans chacun des 2 pays. Cette année, le Mexique est clairement devant. Il y a eu 8 tués au Mexique, quand en Irak, il y en a eu 6. Voilà, c'était le pays. Voilà. Non, mais faites bien de mentionner effectivement le Mexique. Et l'année dernière, on avait constaté d'ailleurs, comme il y avait eu ce début d'inversement de tendance entre pays en guerre les plus dangereux pour les journalistes et pays en paix, l'année dernière, on avait constaté que l'Amérique latine, parce que le Mexique est très violent pour les journalistes, mais on a aussi au Honduras, au Guatemala, en Colombie, il y a des journalistes qui se font aussi abattre de façon extrêmement brutale. Et on a constaté que nos chiffres montraient qu'il y avait eu plus de journalistes tués en Amérique latine qu'au Proche-Orient, ou qui étaient quand même déchirés aujourd'hui par des guerres fratricides. Donc l'Amérique latine est devenue aujourd'hui le continent le plus dangereux pour les journalistes. Étrangement, on ne s'attend pas forcément à ça, mais… c'est le cas, en tout cas, depuis 2 ans. Et l'Inde aussi, l'Inde et le Pakistan. Le Pakistan sont des… Alors là, on revient plus à des logiques où il y a des logiques un peu fondamentalistes, nationalistes, etc. Et où, en Inde, c'est surtout la mafia du sable. C'est les gens qui travaillent, c'est les journalistes d'investigation qui travaillent souvent sur les industries extractives qui se font tuer. Le Pakistan, il y a aussi des questions un peu religieuses dedans, mais pas que. Voilà. Non, mais ce n'est pas un tableau très, très… Même si le nombre de morts a nettement baissé, quand même, on trouve cette année qu'il y ait 50 morts, alors que le Covid a quand même fait rester pendant plusieurs mois, enfin, a fait moins sortir les journalistes sur le terrain. C'est quand même pas un très, très bon chiffre, effectivement. Des questions? Alors, il y a une question de Oliaza.
Ne pensez-vous pas qu'il y a une différence entre manifester contre nos propres gouvernements pour qu'ils ne nous engagent pas dans des guerres américaines, Irak, et des guerres dans lesquelles nous ne sommes pas impliqués justement? Manifester pourquoi? Pour intervenir. C'est pas trop mon domaine tout ça, au Liasa. Je pourrais vous donner un point de vue personnel, mais c'est pas forcément un point de vue journalistique et ça dépasse un petit peu aussi bien mes compétences de grand reporter que d'ex-grand reporter que de Voilà, on pourra en discuter à l'extérieur, effectivement. de rédactrice en chef de RSF. Ça sort un petit peu de mon champ de compétences. Je pourrais vous donner un point de vue personnel, mais ça, je ne sais pas si ça rajoutera tellement au débat. D'accord. Merci. Vous parliez de journalistes d'investigation. Alors là aussi, on va repartir sur ce qui se passe en France. Et là, c'est pareil, je reprends une newsletter de Reporters sans frontières à propos de cette journaliste qui se plaignait effectivement des pressions subies par les journalistes et les médias qui enquêtent sur l'industrie agroalimentaire en Bretagne. Donc, le cas d'Inès Ferro, oui. Mais ça, c'est intéressant parce que même, voilà, il n'y a pas besoin d'aller loin. Alors, heureusement, on n'est pas au Mexique, on ne supprime pas les journalistes comme on peut le faire, les journalistes gênants, mais on voit en France qu'il y a beaucoup de pression contre les journalistes d'investigation. Et alors là, ça se fait, je dirais, dans les pays où on n'a pas enfin, où on dégaine pas comme ça aussi facilement. Le meilleur moyen de faire taire les journalistes aujourd'hui, c'est par des procédures bâillons. C'est ce qu'on appelle des procédures bâillons, c'est-à-dire c'est de faire des procédures, enfin d'engager, de faire par exemple une plainte en diffamation ou une plainte quelconque qui fait que le journaliste est au dernier moment, et là Inès Leraud par exemple, c'est assez typique, 2 fois elle a été poursuivie en diffamation. Le temps que la procédure se fasse, et le temps qu'elle prépare sa défense, et à 2 reprises, le plaignant, qui étaient des personnes qu'elle avait mis en cause dans ses enquêtes, à 2 reprises, les plaignants ont retiré leur plainte 4 jours avant le procès. Enfin, dans le deuxième cas, c'était 1 semaine avant, et dans le premier cas, c'était 4 jours avant. Et c'est là, typiquement, où on peut dire, on parle de procédure bâillon au sens où c'est des procédures qui mobilisent le journaliste pour sa défense et qui ne fait plus son travail de journaliste d'investigation pendant ce temps-là. Et on a en France quelqu'un qui est très fort pour lancer des procédures bâillons contre les journalistes, c'est Vincent Bolloré, qui dès qu'on touche dès qu'il y a un journaliste qui enquête sur ses activités au Togo, ou je ne sais pas où, en Afrique, etc., quelles que soient ses activités, autres que les médias, il lance des poursuites de façon… c'est un rouleau compresseur. Là, il y a actuellement, je ne sais pas si vous connaissez les 2 journalistes qui ont… si vous vous souvenez de ce livre qui a été… qui s'appelait Vincent Tout-Puissant, qui avait été notamment écrit par les journalistes qui avaient travaillé sur le fameux sujet du crédit mutuel qui avait été censuré sur Canal à la demande de Bolloré, etc. 2 ans après, ils ont écrit un livre sur Vincent Bolloré. Aujourd'hui, ces 2 journalistes sont poursuivis par Bolloré de 7 chefs d'accusation. C'est énorme, c'est énorme. C'est un rouleau compresseur. Et à peine il y a des gens qui osent dire un truc sur Bolloré, Bolloré envoie tout de suite de l'artillerie lourde en termes de procédure judiciaire et ça neutralise totalement les journalistes. Donc des fois, bon, il vaut mieux faire ça que de les tuer, c'est sûr, mais il y a plein de moyens de réduire les journalistes gênants au silence. D'une autre façon, et toujours pour rester en France, peut-être que vous pouvez aussi nous parler du problème des sources. Je ne sais pas s'il y a quelques années, à propos d'indiscrétions qui avaient filtré, qui avaient été révélées par des journalistes de je ne sais plus quelle plateforme sur Internet d'information, avaient été poursuivis et très menacés du point de vue judiciaire parce qu'ils avaient révélé un petit peu les arrière-pensées, ou en tout cas le refus de l'État français à propos du commerce des armes avec des pays… Yémen, c'était sur le Yémen, voilà. Le commerce des armes de la France au Yémen. Alors ça, c'est une très belle enquête qui a été sortie
par un collectif qui s'appelle Disclose, dont je vous invite d'ailleurs à suivre un peu leur travail. C'est très intéressant. C'est une démarche un peu nouvelle en France de journalistes qui se réunissent, qui ont un peu un statut d'ONG. Enfin, ils sont à la fois médias ONG. Bon, ils ont un statut un peu hybride, ou en tout cas, ils font du journalisme dans l'idée vraiment. Là, on parlait tout à l'heure d'impact au tout début, là, de l'impact du travail journalistique pour faire changer les choses. Eux, ils s'inscrivent vraiment dans cette logique-là de on enquête et on donne les moyens aussi après d'influencer sur l'opinion publique et sur les politiques éventuellement pour faire bouger les choses. Et ils ont fait plusieurs enquêtes assez intéressantes. Ils prennent le temps de… C'est du financement participatif et des bailleurs, donc ils sont totalement indépendants. Et ils ont fait d'ailleurs cette première enquête sur les armes. Alors là, c'était un peu compliqué parce qu'ils étaient poursuivis de mémoire en fait pour recel de secret défense. Mais ce qui n'est pas interdit en soi, parce que c'est vrai que le secret défense est en principe protégé. Donc, ils ont été poursuivis pour cette question. Le problème, c'est que nous, on les a d'ailleurs défendus, RSF à l'époque, parce que c'était clairement, la procédure avait été lancée plutôt dans l'idée d'essayer de découvrir quelles étaient leurs sources. Or, ça, c'est quelque chose qui doit être protégé et qui est très important de continuer à protéger et qui fait partie de nos actions à RSF, c'est de protéger les sources des journalistes. Je veux dire, ça doit être quelque chose qui doit être respecté. Et c'est vrai qu'il y a souvent aussi des procédures, comme celle-là où on avait pu éventuellement un petit peu imaginer que, encore une fois, l'État était légitime, ou la police était légitime, je ne sais plus si c'est la DGSE, la DGSI aujourd'hui, qui l'avait menée, mais c'était légitime qu'ils enquêtent sur parce que le secret défense n'avait pas été respecté. Mais le problème, c'est que la façon dont ça avait été fait pouvait laisser à présupposer qu'il y avait pression pour qu'ils révèlent quelles avaient été leurs sources et qui avait balancé en gros le secret défense. Voilà. Et finalement, c'est une histoire qui s'est bien terminée. Bon, ils n'ont pas été poursuivis plus que ça. Enfin bon, après, c'est quand même des ennuis judiciaires et c'est une façon de faire pression quand même. C'est quand même des messages qui passent, etc. Mais heureusement, en France, on est quand même… on fait partie des pays où on a quand même le secret des sources est respecté et où, voilà, globalement, il est respecté et défendu, quoi. Même s'il peut y avoir des tentations, évidemment, à essayer d'en savoir un petit peu plus. Des questions? Alors. Oui, moi je vais y aller. Oui. Donc c'était moi qui avais posé la première question. Je vous remercie d'avoir répondu et merci aussi d'organiser ces débats qui sont toujours assez intéressants. Ça tombe bien qu'on soit rentré en France parce que par rapport à ce que a pu défendre par exemple le monde diplomatique dans les 5 dernières années autour du financement de l'information. Je crois qu'il y a eu des articles qui étaient parus et qui parlaient de mettre en place une cotisation. Comment Reporters sans frontières se positionne par rapport au financement de l'information, alors qu'on est dans une société où une grande partie des médias sont concentrés aux mains de très peu d'acteurs, avec une puissance financière, on va dire, phénoménale et une puissance tout court phénoménale. Comment est-ce que vous vous positionnez? Est-ce qu'il y a une campagne qui est prévue? On sait qu'il y a des élections qui arrivent cette année, l'année prochaine. C'est un gros sujet, avec aussi la refonte des médias, éventuellement le démantèlement de certains, puisque c'est plus possible d'avoir ce qu'on a, enfin, ce qu'on nous sert tous les jours, c'est une espèce de soupe. Et en plus, on l'a vu là, pendant toute l'année 2020, autour du Covid, des polémiques qui n'en finissent pas, des débats qui n'en finissent pas. Comment Reporters sans frontières se positionne par rapport au financement de l'information et à la mise en place d'une cotisation comme ce qu'on pourrait avoir sur l'assurance chômage ou l'assurance maladie, mais pour l'information, parce que c'est un droit au final, le droit à l'information. Merci. Alors, effectivement, l'information est un droit.
Et c'est un droit qui découle d'ailleurs de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est la liberté d'expression. Et on estime que la liberté de la presse et la liberté d'informer et le droit d'informer sont des corollaires de cette liberté d'expression qui est défendue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc ça, c'est une chose. Cette histoire de cotisation, alors là, Simon, vous m'apprenez quelque chose. Je suis désolée, j'en ai jamais entendu parler. Je découvre cette idée-là que je ne connaissais pas. Donc, je ne vais pas pouvoir, je m'en excuse, je ne vais pas pouvoir rebondir là-dessus. Ce que je peux dire, par contre, sur la position de RSF concernant le financement des médias, alors nous, notre organisation, elle a pour objectif, enfin comme mission, de promouvoir l'indépendance, le pluralisme, enfin l'indépendance des médias et le pluralisme de l'information. Et avec cet objectif-là, évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre et c'est super important. Par contre, ce que l'on dit, c'est qu'on n'est pas forcément opposé à la concentration des médias. C'est-à-dire que ce n'est pas la concentration en elle-même des médias qui pose tant de problèmes que ça. À partir du moment où vous avez un groupe de presse et que ce groupe de presse peut, justement, en se réunissant, en réunissant plusieurs titres, peut faire des économies d'échelle et être plus fort et plus solide et avoir des finances plus saines et d'être plus costaud et justement indépendant du reste des autres, enfin des autres influences, c'est très bien. Ça pose pas. Voilà, la concentration en elle-même n'est pas problématique. Ce qui est problématique, c'est qui concentre. Et c'est quand il y a conflit d'intérêts. Je vais reparler de Bolloré. C'est-à-dire que le problème Bolloré, c'est que non seulement il concentre, enfin, le problème n'est pas qu'il a un groupe de presse où il y a plusieurs médias, où il y a le groupe Canal, où il y a plein de choses, etc. Le problème, c'est que Bolloré, il a d'autres, c'est un industriel, je veux dire, il a plein d'autres activités et là, il y a conflit d'intérêts. Donc, c'est ça que nous, par contre, on est clairement, on alerte clairement sur ces oligarques des médias qui ne sont pas que des gens qui concentrent les médias, mais qui sont en fait des businessmen et qui font de l'information comme ils construiraient des ponts au Togo ou des ports au Togo. Et c'est ça le problème. Voilà. Et donc là-dessus, on est très vigilant et on le dénonce quand on peut le dénoncer. Mais quelle différence entre concentration et conflit d'intérêts, en fait? Eh ben, ce n'est pas la même chose parce que si vous avez un patron de presse où dans le groupe, il n'y a que des médias, c'est une activité de médias. Tandis que là, nous, ce qu'on dénonce, ce n'est pas la concentration de médias dans un même groupe, qui peut être au contraire même quelque chose qui peut permettre aux médias dans les temps qui courent, où on est dans des économies qui sont mises à mal, les économies des médias, c'est très compliqué avec le numérique, etc. Donc, si ça permet de réunir certains titres de presse dans un même groupe, peut permettre à ces différents titres de survivre, why not? Ce qui est problématique, c'est quand le patron qui est à la tête de ce groupe de médias a d'autres activités qui là rentreraient. C'est-à-dire que si vous avez un patron qui est à la fois un patron de médias, mais qu'à côté, il construit des ports au Togo, ou il est patron de la moitié de la téléphonie dans un pays, d'un opérateur téléphonique, c'est évident que ça va devenir compliqué pour les médias eux-mêmes de demain dire « Ah ben là, il y a peut-être un problème sur la façon dont a été construit le pont ou le financement de ce port au Togo » ou de discuter justement de la répartition des fréquences des téléphones. Ou, par exemple, si vous avez un fabricant d'armes qui est patron d'un canard, dire comment le journal va pouvoir parler à un moment, justement, va pouvoir éventuellement dénoncer un scandale comme ou dire à un moment, il y a des ventes d'armes dans tel pays alors qu'on est censé ne pas soutenir tel pays, par exemple. Ouais, vous voyez, c'est là, c'est quand il y a conflit d'intérêts. Parce que s'il y a un patron, la concentration en elle-même n'est pas c'est pas le problème de la concentration qui est problématique, c'est le problème du conflit d'intérêts. C'est si le patron de presse non seulement fait du média, mais fait plein d'autres choses à côté. Ouais, de la concentration, mais avec un contrôle derrière, parce que de toutes les manières, s'il y a concentration, il y a forcément un rassemblement de pouvoir.
en un lieu donné. Donc, Après, il faut aussi faire… Non, ça dépend, parce qu'après concentration, vous n'avez pas forcément… Tous les patrons de presse ne sont pas des autocrates qui vont chercher à contrôler toute l'information, etc. Chaque organe de presse a aussi peut conserver son indépendance. Je veux dire, concentration ne veut pas dire que forcément le patron qui est à la tête d'un groupe de presse va être un véritable dictateur et va imposer une ligne. C'est le cas de Bolloré, hein, mais ça ne veut pas dire que les autres groupes, plus ou moins gros, où il y a un problème systématiquement d'interférence. Je veux dire, un patron de presse, ça va être d'abord c'est un financier, et il ne va pas intervenir. Oui, c'est ça, j'ai oublié une précision importante, c'est qu'on attend, c'est qu'il peut y avoir un financier à la tête d'un groupe qui met les capitaux, mais nous, on dit très clairement aussi ce que l'on demande pour pas qu'il y ait d'influence sur la rédaction, c'est que la direction du groupe et la direction de l'information soient complètement distinctes et qu'il n'y ait pas en fait d'interférence de l'actionnaire principal éventuellement sur l'information. Ouais, mais ça implique un contrôle, on va dire, citoyen. Et de toutes les manières… Vous savez, le contrôle, il peut venir des journalistes eux-mêmes, hein. Les journalistes sont très… globalement, c'est une profession qui est très… qui est très malmenée en ce moment pour des raisons économiques et qui, je pense, est moins virulente peut-être qu'elle ne l'a été dans le passé, ou en tout cas moins revendicative dans le passé, parce qu'il y a tellement de plans sociaux partout dans les médias. C'est tellement dur aujourd'hui de trouver un travail, de le garder, que les journalistes sont beaucoup moins peut-être revendicateurs qu'ils ne l'ont été à un moment, mais ça reste, on est quand même, c'est une profession qui est protégée quand même par des chartes éthiques, par la charte de Munich, par des chartes dans ses propres rédactions, et il y a quand même des outils pour défendre justement la liberté, je veux dire l'indépendance au sein du groupe, au sein d'un média. Et il y a quand même… Après, je veux dire, on va adhérer, quand on rentre dans une rédaction en tant que journaliste, on sait dans quelle rédaction on arrive. À partir du moment où il y a une ligne éditoriale qui est clairement établie, si un journaliste est recruté au Figaro, il sait que ce n'est pas la même chose d'être recruté au Figaro que d'être à Libération. Et si c'est un journaliste d'extrême gauche, a priori, personnellement, il est plutôt d'extrême gauche, il ne va pas aller travailler pour minutes, quoi. Il va te faire, il ne tiendra pas 5 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, on va aussi dans les rédactions dans quelque chose qui nous ressemble individuellement, quoi. Ou en tout cas dans lequel on est en accord. On ne va pas travailler. Puis il y a la clause de conscience avant aussi, où, vous voyez, avant, quand en fonction des changements de propriétaires de médias, la fameuse clause de conscience permet aux journalistes justement de partir dans de bonnes conditions à partir du moment où il estime qu'il n'est plus en ligne avec, qu'il n'est plus en accord avec la ligne éditoriale que lui impose le patron d'un média. Ceci dit, excusez-moi, c'est une excellente question qui est posée sur ce sujet, parce que même dans le cas de concentration, si on va aller un petit peu plus loin dans la critique, le fait qui dit concentration dit moins de pluralité d'opinion, c'est-à-dire que même patron peut concentrer plusieurs organes de presse qui vont tous dans le même sens. Ça, c'est une première donnée. La seconde, c'est le poids de la publicité, exactement, qui pèse également sur tous ces magazines quotidiens ou chaînes de télévision, qui peut vicier un petit peu, ou beaucoup même, l'objectivité des organes de presse. Après, l'idée, concentration, encore une fois, ce qui est important et ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que, nous on dit qu'il faut, pour maintenir, encore une fois, ce n'est pas forcément la concentration qui est problématique. Ce qui est problématique, c'est si le patron, l'actionnaire principal, la personne, le propriétaire de ce média ou de ce groupe, essaye d'influencer sur la ligne éditoriale. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. C'est-à-dire, en principe, la direction de la rédaction n'est pas c'est pas les mêmes temps. Il doit y avoir un minimum d'indépendance éditoriale. Après, mais voilà, le plus important, c'est de ne pas avoir de conflit d'intérêts, encore une fois, pour permettre aux groupes, aux médias de couvrir tous les sujets, avec une ligne éditoriale qui est donnée. Mais après, aujourd'hui, il y a quand même, vous ne pouvez pas dire en France,
aujourd'hui, il y a toutes les tendances politiques qui sont représentées. On ne peut pas dire qu'il y a un problème. Enfin, le problème ne se situe pas là. Le problème se situe, encore une fois, au niveau des conflits d'intérêts quand on a un Bolloré qui possède à la fois, qui est un grand Manitou dans l'industrie à plein d'endroits et qui possède tout un groupe, le groupe Canal. Et là, il influence dans Canal, Bolloré, clairement, il intervient sur la rédaction et il empêche, il donne des consignes en gros pour que certains reportages ne passent pas, c'était le cas du Crédit Mutuel. Enfin, on voit clairement qu'il y a une différence de l'actionnaire sur les rédactions. Ça, c'est… Mais excusez-moi, juste pour intervenir juste 2 minutes, pour rebondir sur ce que disait Slavko, on revient toujours au financement parce que quand on a des rédactions comme Le Monde Diplomatique, Reporter, on va aller sur Mediapart, on a une information qui est entre guillemets saine puisqu'ils ne se financent pas par la publicité. Mais dès que c'est financé par des annonceurs, les conflits d'intérêts, ils reviennent même avec un patron de presse entre guillemets sain. Si jamais il a affaire à des annonceurs, ensuite, après, c'est plus ou moins les annonceurs qui vont, selon s'ils achètent des encarts publicitaires, avoir une influence sur le contenu rédactionnel. Donc, on revient toujours au financement. Et c'est pour ça que, bon, après, vous m'aviez dit que vous n'aviez pas pour l'instant d'avis sur le sujet de la cotisation, mais il y a une vraie question. Hein. Et je pense que Reporters sans frontières paye les pots cassés, justement, de cette précarisation des travailleurs de l'information. Et on paye les pots cassés. Et après, vous défendez le fait que les journalistes se fassent attaquer ou soient mis en danger. Alors, c'est plutôt dans le reste du monde. Mais je pense qu'en France, on arrive à des situations qui commencent à devenir assez particulières. Et au final, vous allez toujours venir avec votre lance-incendie pour éteindre l'incendie, mais est-ce qu'on éteint vraiment l'incendie? Voilà. Alors, n'oubliez pas quand vous dites… Catherine, je vous interromps. Peut-être qu'on va arrêter sur ce sujet qui commence à prendre beaucoup d'importance, bien qu'effectivement, ça a trait à la liberté d'expression et qu'il y a effectivement un impact des problèmes de concentration, de cotisation, etc., etc. Je voudrais juste faire une petite annonce au passage et on va revenir sur les difficultés que rencontrent les journalistes sur le terrain en signalant, là je prêche pour ma paroisse, puisque c'est une pétition qui est demandée par Amnesty International, qui est intervenue beaucoup sur la situation en Algérie, par des communiqués de presse pour dénoncer effectivement le fait qu'en Algérie, les journalistes, pendant les manifestations qui ont eu lieu, ont du mal à s'exprimer et sont souvent emprisonnés. Et c'est le cas pour un journaliste qui s'appelle Khaled Drareni et pour lequel Amnesty International lance une pétition donc pour sa libération. Je suppose que vous connaissez ce journaliste et que donc vous pouvez en dire 2 mots. Bien sûr qu'on connaît le journaliste, c'est notre correspondant en Algérie. Donc, nous, RSF, on est méga mobilisés autour de son cas. On a mis d'ailleurs, je ne sais pas pour ceux qui… Ben non, vous êtes… oui, il n'y a pas de Parisiens parmi vous, mais on a fait une grande bâche sur tout un immeuble au moment pour… enfin, on essaye de marquer régulièrement l'anniversaire de sa détention ou de sa condamnation à de prison, enfin, de sa condamnation en appel, qui était le 15 septembre dernier. Donc, on suit, bien sûr, on suit de très près ce cas. Et c'est un cas compliqué parce que la relation franco-algérienne est compliquée. Et on a l'impression, en tout cas, qu'il paye plus que les autres… plus que d'autres militants du Irak, alors que lui-même n'est pas censé être estampillé militant du Irak. Le Irak, vous savez ce que c'est ce mouvement donc, de protestation populaire en Algérie qui a commencé en février l'année dernière et qui a duré jusqu'au moment, enfin en février 2019, et qui a duré pendant 1 an et jusqu'au moment où les autorités algériennes ont profité du Covid pour interdire les manifestations. Et depuis, il y a une répression très forte des gens considérés comme les leaders de ce mouvement. Et Khaled, parce que Khaled avait une influence énorme sur les réseaux sociaux, il était très suivi avec son site d'information en ligne qui s'appelait Casbah Tribune et que lui-même était très investi dans la couverture de ce mouvement.
Et il a été la cible de plusieurs tentatives de corruption de la part du pouvoir. On lui a proposé, le préfet d'Alger lui a proposé d'abord un logement, en échange de dire, dites aux jeunes d'arrêter de manifester. Il lui a proposé un logement. Ensuite, on lui a même proposé à un moment de prendre la tête d'une chaîne de télé ou de je ne sais plus quoi, enfin de devenir un peu de ministre de l'information locale. Enfin, il a été la cible de plusieurs tentatives de corruption. Il n'a pas cédé. Et résultat des courses, il est en train de le payer très cher aujourd'hui. Donc, oui, ça, c'est vraiment, si vous pouvez relayer, parce qu'on parlait au tout début, ça refait un peu la boucle du début, c'est quand même important de relayer certains combats, c'est important de relayer certains cas, et celui de Khaled Drahini est en tout cas pour nous une vraie priorité. Et je vous remercie si chacun à votre niveau, vous avez l'occasion de parler de son cas. Il y a un comité de soutien international dirigé par RSF et aussi national. Là, on est en train d'essayer de réunir les deux. Il y a il y a des gens d'Amnesty, d'ailleurs, dans notre... il y a Amnesty Alger qui est à... C'est les gens d'Amnesty Alger qui sont avec nous dans le comité. Et je sais que, oui, je crois que vous, en plus, Amnesty, vous avez donné la possibilité d'écrire ou de signer pour lui au moment du 10 décembre. Voilà. Alors, je rappelle que c'est une façon effectivement d'aider les journalistes en difficulté. Donc, je rappelle que cette pétition, vous pouvez la trouver sur amnesty.fr. Mais il y a X façons effectivement d'aider les associations ou les journalistes eux-mêmes. Je viens de citer celle de notre association. Vous pouvez également vous abonner au Monde diplomatique également, qui défend une pluralité et une objectivité assez positive, je dirais. Et je vais terminer, enfin, peut-être pas terminer, puisque je vois que sur les 11 participants qui nous ont suivis au début, les personnes sont toujours là. À propos de Reporters sans frontières, que vous pouvez aider en achetant les fameux albums qui sortent 1 ou 2 fois par an, je crois. Et le dernier album qui est sorti, c'est celui qui est illustré par, c'est 100 dessins pour la liberté de la presse, illustré par Riyad Satouf, que l'on connaît pour effectivement l'Arabe du futur, les fameuses bandes dessinées. Voilà, donc une façon d'aider Reporters sans frontières, c'est d'acheter les albums de Reporters sans frontières. Je peux dire juste un petit mot. Effectivement, la vente des albums, parce qu'en fait, les auteurs nous offrent pro bono leurs images. On paye les journalistes qui écrivent, mais après il y a aussi du contenu qui est fourni par notre rédaction, mais on paye les journalistes éventuellement extérieurs, mais on demande aux personnes qui offrent, enfin dont c'est les photos, dont on réunit les photos ou le travail, c'est du pro bono, enfin, ils nous les offrent, ce qui permet, et on est aussi distribué gratuitement grâce à l'ancêtre de Prestalis, ce qui permet du coup que la vente des albums en fait représente plus de 20% de nos fonds propres. C'est très important. Et je voulais juste faire une toute petite remarque sans repartir sur le débat précédent avec Simon. Mais quand vous dites il n'y a que les annonceurs, parce que nous, on pourrait reprocher à RSF, par exemple, de n'avoir que des bailleurs. Alors, on a un petit peu de… On a aussi… enfin, les albums, c'est 20% de nos fonds. On a aussi, comme les autres ONG, comme Amnesty ou d'autres ONG, on fait aussi des projets, des appels à projets, des bailleurs, etc. Ce qui compte aussi pour les médias, ce n'est pas seulement les annonceurs, c'est aussi les lecteurs. N'oubliez pas qu'une bonne partie des revenus des médias, des titres, c'est d'abord les abonnements et les achats. C'est pas les médias ne dépendent pas que des heureusement, parce que sinon Mediapart et les jours n'existeraient pas. Ils ne dépendent, ces 2 médias sont totalement indépendants, ils ne dépendent que de leurs lecteurs. Donc ça existe, le poids des lecteurs, c'est important. C'est ça aussi qui permet de financer les médias et de financer en partie RSF. Voilà, j'ai refait la boucle, j'ai réussi à redire un petit mot. J'aurais voulu intervenir sur un cas dont on n'a pas parlé, c'est le cas de Julian Assange.
là, dans le cas de répression, il ne s'agit pas d'un pays semi-dictatorial comme l'Algérie, enfin, si ce n'est pas dictatorial tout simplement, il s'agit d'un pays démocratique et de l'ensemble des pays démocratiques, puisqu'il était poursuivi par les États-Unis, qui le maintiennent enfermé encore aujourd'hui en Angleterre, malgré un premier procès où il a finalement été relaxé. C'est quand même une situation très particulière. Or, Julian Assange est avant toute chose un journaliste qui a effectivement dévoilé un certain nombre de choses qui ne faisaient pas plaisir aux États, et en particulier aux États-Unis. Alors, je vais me permettre juste de faire des petites précisions. Alors, Julian Assange, nous, on ne considère pas qu'il est journaliste parce qu'il a créé Wikileaks. C'est le fondateur de cette énorme machine qui a permis de diffuser des informations confidentielles, mais on le défend, il rentre dans notre mandat parce qu'on estime qu'il a informé les journalistes et qu'il a contribué à faire sortir des informations d'intérêt général, comme auraient pu le faire effectivement des journalistes d'investigation. Donc effectivement, du coup, c'est quelqu'un qu'on défend. Après, il a perdu effectivement, en fait, là, il passait en audience pour l'Angleterre examiner la demande d'extradition faite par les États-Unis. Donc nous, RSF, on est totalement opposé à cette extradition parce qu'il risque, je ne sais plus, 120 ans de prison, je ne sais pas quoi, complètement aberrant, si jamais il est extradé aux États-Unis. Donc en gros, il va finir sa vie en prison. On s'oppose aussi à cette extradition, d'abord parce que ce serait un très mauvais, en fait. Alors après, enfin voilà, nous, on s'oppose à cette extradition parce que ce serait un très mauvais signe pour tous les lanceurs d'alerte et puis pour les journalistes qui seraient amenés à dévoiler et révéler des informations comme ça de ce type et qui peuvent se retrouver en prison parce qu'ils ont diffusé des informations confidentielles ou soi-disant classées défense. Or, nous, on estime qu'à partir du moment où ce sont des informations d'intérêt général, ça concerne tout le monde et il ne faut pas entraver leur diffusion. Après, il a été l'audience, donc il a été, enfin la demande d'extradition a été refusée, mais non pas pour des prétextes journalistiques, mais simplement pour des questions humanitaires. C'est-à-dire que la juge a estimé, n'a pas donné raison pour l'instant à l'extradition, en partant du principe que Julian Assange était déjà très affaibli psychologiquement et tout, et risquait, par exemple, il y avait un risque de suicide si jamais il partait. C'est pour nous pas une très bonne nouvelle. Enfin, c'est une très bonne nouvelle qu'il ne soit pas extradé et sa demande d'extradition a été rejetée. Par contre, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous de savoir que c'est pour des raisons humanitaires et non pas des raisons sur le fond, parce que pour nous, c'est important que l'on reconnaisse qu'il a dévoilé des informations, il a contribué en fait à la publication et la diffusion d'informations d'intérêt général et que pour cela, il ne doit pas être puni. Enfin, il ne doit pas être poursuivi parce que ça rentre dans un cas de liberté et de droit d'information. Donc, sur le fond, ce cas n'est pas bouclé et il doit y avoir… Donc, les États-Unis ont fait appel. En fait, il y a une… Et donc, déjà, il y a eu une première… non, qui a fait appel donc, en tout cas, il y a eu une demande d'appel pour le libérer parce qu'il y a eu une deuxième audience quelques jours plus tard de savoir s'il pouvait être libéré ou pas. Et le juge a refusé sa libération, estimant qu'il risquait de s'échapper et ne pas être là aux prochaines audiences parce qu'il y a eu appel et donc la procédure n'est pas terminée. Donc, il y a eu un premier point de marqué qui n'a pas été extradé tout de suite, mais ce n'est pas du tout un cas gagné encore. Merci, Catherine. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais ça fait plus d'1h30 que nous sommes en ligne. Je crois peut-être qu'on s'achemine vers un petit peu la fin de cette vidéoconférence, à moins qu'il y ait des questions de dernière minute. Je vois que je rappelais donc que les 11 participants, non, il n'y en a plus que 10, sont restés en ligne, donc c'était très intéressant. Merci à Catherine Monet
Merci aux personnes qui ont bien voulu effectivement se prêter à cette vidéoconférence, un petit peu restreinte, mais ça nous ramène un petit peu à un commentaire qu'on faisait en cours d'émission, c'est-à-dire que ce n'était pas un sujet qui est très plaisant, les reporters de guerre en danger. C'est vrai qu'on préfère peut-être d'ailleurs lire Riyad Sattouf sur l'album de Reporters sans frontières plutôt que voir des images, celles qu'on a déjà vues d'ailleurs dans le film, et que donc en reparler, c'est un petit peu dur en cette période de confinement. Donc, merci encore à tout le monde. Je ne sais pas si nous nous rencontrerons une autre fois. Pour terminer, juste ce commentaire et cette liaison que je peux faire, puisque dans les films qui avaient été prévus pour le Festival du film, vous avez fait référence aux lanceurs d'alerte et j'avais précisément, personnellement, choisi un film qui s'appelle XY Chelsea, sur Chelsea Manning, qui fait partie de ces fameux lanceurs d'alerte américains qui ont connu la prison en particulier et que malheureusement on ne pourra pas passer en vidéoconférence. Bonne soirée à tout le monde et peut-être rendez-vous sur les prochaines vidéoconférences, ou en tout cas je vous rappelle que le Festival du film n'a pas vocation à s'arrêter cette année malgré les difficultés et que donc on se donnera rendez-vous, j'espère, en janvier prochain dans de meilleures conditions. Bonne soirée à tous et merci encore. Merci. Bonne soirée, au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.